À voix nue. C'était en 1988, Louis Calafert s'entretenait avec Pierre Dracheline. Premier entretien. Louis Calafert, André Breton parlait de la liberté comme un appel d'air. Il semble pour vous que cet appel d'air, c'est l'écriture qui vous l'est procurée. Car on sait que vous êtes rentré dans la vie active en pleine occupation à l'âge de 13 ans, dans une usine de piles. Oui, une pile électrique, oui. Et c'est l'écriture qui vous a sauvé un peu de ça. Oui, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, je peux pas démêler parce que, bon, j'y ai repensé 1000 fois, mais je sais pas. J'avais dessiné comme ça, bon, à 13 ans, quand j'étais effectivement dans une usine, d'être écrivain, de devenir écrivain. Je voulais être écrivain sans savoir exactement ce que ça représentait. Mais enfin, c'était... Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai réellement pris conscience, enfin, ça a été très vite d'ailleurs, où j'ai pris conscience de ce que pouvait être la vie à laquelle, enfin l'existence à laquelle normalement j'étais destiné, parce que bon, il n'y avait pas de... là j'ai eu le sentiment très fort et très assuré, enfin surtout que, en fait, par l'écriture, tout pouvait se sublimer, enfin on pouvait échapper à... Mais enfin ça demandait quand même plusieurs années après ça, disons à l'âge de 13 ans grosso modo. J'avais lu quelques livres comme ça épars, mais sans... c'était le rêve était en dehors en dehors de la réalité formelle, enfin de ce que pouvait présenter. Je savais pas ce que c'était qu'être écrivain, mais pour moi c'était une décision ferme. Dans Limitrophe, vous avez écrit « Écrire m'a sauvé de la médiocrité de mon sort Absolument. et m'a consolé de tout ». Mais est-ce que ça vous a pas plutôt révélé la médiocrité de votre sort? Ah non. Quand je suis rentré, non. D'abord, bon, j'ai eu une enfance difficile, et quand je suis rentré là, comme ça, dans une usine, une fois encore, enfin, vous l'avez signalé, c'était sous l'occupation, donc je veux dire, à cette époque-là, il n'y a pas de question de protection sociale ni rien du tout, bon, ça n'existait pas. Non, là, j'ai immédiatement immédiatement pris conscience de ce que pouvait être une condition qui n'était pas la condition ouvrière, hein. C'était la condition prolétarienne. C'était pas... bon, je ne sais pas si aujourd'hui ce type de conditions existe encore en France, peut-être, je ne sais pas. Hein, mais enfin, là, j'avoue que c'était... Donc, j'ai pris conscience tout à fait que c'était invivable, que c'était impossible, quoi. Donc, c'est vrai que par l'écriture, là, j'ai commencé d'écrire pour moi. Quelle distinction faites-vous entre la condition prolétarienne et la condition ouvrière? Parce qu'on a souvent dit, en tout cas dans les... Parce que la condition ouvrière... Oui, pardon? On a souvent dit qu'en fait, le prolétaire était l'ouvrier qui s'assumait. Non, c'est faux, ça. Non. D'abord, l'ouvrier est quelqu'un qui a un métier. L'ouvrier est quelqu'un qui sait faire quelque chose, dont on a besoin. L'employeur a besoin de lui. Bon, il a la dignité du savoir-faire. Il apporte quelque chose, il contribue à quelque chose. Alors que, je veux dire, ce qu'on peut appeler le prolétaire, enfin bon, c'est quelqu'un qui n'est rien. Je veux dire, on l'emploie parce que on a besoin de deux mains, d'un peu de muscles mais je veux dire, il est interchangeable à l'infini. Non, c'est tout à fait différent. Non. Cela dit, il y a des types de fabrication, type les piles électriques. Moi, je sais plus comment ça se passe maintenant. Hein, je vous parle de ça. Bon. N'importe qui pouvait être employé dans ce type d'usine parce qu'il n'y a pas de qualification particulière pour confectionner une pile électrique. Bon, enfin, à l'époque, tout au moins, je ne sais plus comment ça se passe maintenant. Mais alors, dans cette usine, en 1942, il devait y avoir très peu d'hommes et une majorité de femmes. Il y avait une majorité de femmes, effectivement. Il y avait quelques Grecs, je ne sais pas pourquoi, enfin bon. Quelques Grecs, et puis il y avait des gamins qui avaient mon âge, parce que je veux dire, à cette époque-là, les enfants travaillaient même avant 13 ans. Je veux dire, à 11 ans, c'était quand même très courant. On a l'impression d'être au Moyen-Âge, et en fait, ça se passe en 42, il y a 40 ans. Hein. Et votre vision plus que noire de l'homme, elle date de cette époque-là? Oui, enfin, d'une certaine manière, oui, parce que j'ai eu peur.
J'ai eu peur, j'ai là trouvé... j'étais un enfant, hein. Enfin, j'étais un enfant déjà à demi aguerri, parce que bon, par les conditions précédentes, mais j'ai découvert là quelque chose que j'ignorais dans ce qui était précédent. J'ai découvert une espèce de lâcheté des individus devant une force qui est le patronat, quoi. Alors bon, j'ai eu diverses expériences de ça que je vous raconterai pas, mais enfin, qui m'ont là, j'avoue, complètement... c'était une leçon de la pauvreté des individus qui ont peur. Il faut pas leur en vouloir, je veux dire, mais enfin, quand on est comme ça, enfant, et puis qu'on voit cette attitude d'homme qui est inacceptable. Devant un patronat qui était inacceptable lui aussi, en plus, parce que, je veux dire, comme ils avaient tous les droits, je veux dire, à l'époque, ils étaient régentés par rien du tout, donc il n'y avait pas de problème, quoi, ça allait de la claque dans la gueule, hein, je veux dire, bon, on pouvait tout se permettre, quoi, donc, dans les deux camps, je veux dire, il n'y avait rien de réjouissant, bon, c'est une ouverture sur la vie qui vous fait pas, qui vous fait pas voir les choses de manière... merveilleuse, quoi. Mais qu'est-ce que ça voulait dire pour vous, à 13 ans, de devenir écrivain? Je sais pas. Je sais pas, parce que je peux pas même dire que j'avais des modèles, rien, je sais pas. Est-ce que vous avez conscience que ça sera encore plus de solitude? Non, non, mais je savais pas comment ça pouvait se passer. Vous comprenez, j'avais aucune notion de ce que ça pouvait être, que le travail même de l'écrivain. Moi, pour moi, l'écrivain, c'était on écrivait, on racontait des histoires. C'était bon. qui pour vous, l'écrivain? Mais je n'avais pas de modèle à proprement parler. Ce qu'il y a, c'est que j'avais commis une erreur fabuleuse. Je pensais que j'avais une imagination fabuleuse. Ça, j'en étais convaincu. Et il s'est révélé avec le temps que je n'ai pratiquement pas d'imagination et que en fait je suis borné, je veux dire, à mon expérience, mes trucs. Je suis pas un romancier, je suis pas un inventeur d'histoire, je suis pas bon. Mais ça, là, j'étais convaincu que j'allais écrire comme ça et c'est ce que je faisais d'ailleurs. Je veux dire, je le faisais clandestinement parce que je travaillais. Bon, je faisais ça comme ça, bon, sur le dos de calendriers publicitaires que je volais dans le dépôt à côté où j'avais déjà travaillé. C'est un truc qui s'appelait l'Union Textile. Enfin bon, mais pour moi, c'était, je sais pas ce que ça représentait. C'était un désir inexplicable, incontrôlé, et puis ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je peux pas vous expliquer davantage. Je veux dire, pourquoi on écrit. Alors, il y a une grande part de fait autobiographique dans ce que vous écrivez, Ouais. mais en même temps, plus vous écrivez, plus les pistes sont brouillées. Ah, moi, j'ai l'impression de tout dire. Ah non, ah bon, ça c'était un sentiment que vous Alors, moi, avez. je crois qu'il y a Ah bon? surtout une œuvre de grand mystère. Non, ma vie est simple et Ça n'exclut pas le mystère. et claire et facile, mais non, mais oui, non, là vous me déconcertez un peu parce que non, je vois pas du tout. Qu'est-ce qui vous paraît mystérieux? Enfin bon, pour employer ce mot. Non, les choses sont quand même en demi-teinte, les choses sont jamais... Ah oui. C'est au lecteur Ah oui, d'essayer oui. de mettre à jour... Ah oui, d'accord, oui. Oui, alors ça, d'accord. Oui, dans ce sens-là, alors d'accord. Mais c'est pas une précaution chez moi. Hein. C'est pas une précaution. La manière dont je travaille depuis toujours, enfin bon, je ne travaille que sur des comme ça, que sur des pulsions. Bon. Donc ça va vite. Je n'ai pas une recherche systématique. Vous dites que vous travaillez vite, mais il y a un plaisir de la langue, de l'utilisation de oui, la langue. Oui, mais ça n'est pas une recherche. Je veux dire, je sais pas ce que je vais faire. Je n'ai pas de projet, je sais pas ce que je vais écrire, je n'en sais rien. Et puis, même pendant de nombreuses années, j'ai pensé que c'était fini, que bon. Et puis tout d'un coup, il y a une charge, je sais pas comment ça se passe, bon. Et tout d'un coup, c'est comme ça, mais je veux dire instantanément, c'est aussi bien dans une heure. Je veux dire, tout d'un coup, hop, une chose se présente,
je la fais. Alors là, il semblerait que les choses soient déjà prêtes depuis longtemps, moi. Alors là, c'est vraiment une décharge. Et puis tout d'un coup, comme ça a commencé, tout d'un coup, le robinet est fermé et c'est fini. Ça, alors là, c'est terminé. Donc, Vous avez l'impression pendant ces moments-là d'être dicté? Ouais, on n'ose jamais trop dire ce genre de choses parce que bon, mais c'est vrai que quand même, je veux dire, il y a des choses. Il est très rare que je relise mes livres. Bon, ça me déplaît. Quand de temps à autre, comme ça, il m'arrive d'en feuilleter un, je me dis, mais enfin, putain, mais comment je saurais pas le refaire, quoi. Tu vois. Et alors je me dis, bon, alors j'ai vraiment ce sentiment, effectivement, d'être un organe de transmission. Maintenant, est-ce que c'est un truc complètement, imaginaire? Bon, je sais pas, mais c'est vrai que je fonctionne sur ce qu'on appelle l'inspiration. Bon, c'est vrai, et que quand j'écris, il y a vraiment des moments où j'ai le sentiment d'être vraiment inspiré. Je veux dire, ça plane, quoi. Bon, cela dit, est-ce que c'est une vue de l'esprit comme ça qui fait que la concentration du travail vous amène à des domaines où tout se presse comme ça? C'est possible, hein. Moi, je préfère croire à l'inspiration parce qu'il y a le côté un peu magique, quoi. Voilà. Vous habitiez à Lyon depuis toujours. Depuis toujours. Oui. Alors pourquoi vous êtes venu à Paris en 1946? Ah ben pour conquérir c'est Paris. C'est pas la ville lumière. Quand même. Non, non, pas du tout. Enfin, oui, la ville lumière. Non, c'est pas. Oui, il y avait ce côté. Non, non, c'était pour conquérir Paris. Enfin bon, c'était vraiment. Vous savez, à cette époque-là, Paris n'était pas à à 2 heures de Lyon comme aujourd'hui. Je veux dire, c'était à 9 heures de train. Il était très rare que dans des milieux tels que le mien, tel que celui auquel j'appartenais, les gens aillent à Paris. Hein. Bon, on le voit encore aujourd'hui, par exemple, dans des campagnes comme celle que j'habite en ce moment. Nombre de gens ne sont jamais allés à Paris, n'iront jamais. Bon. Alors c'est vrai qu'il y avait une espèce aussi là de magie de la ville comme ça, la ville lumière. Enfin bon, mais c'était pas ça. C'était vraiment la conquête, quoi. Il fallait aller à Paris, c'est là où les choses se passaient. Enfin bon, et puis évidemment quand vous arrivez là, c'est le désastre, quoi. Et vous aviez déjà écrit des textes, alors vous êtes monté Mais avec vos textes. j'avais écrit des tas. Ah non, pas du tout. Non, les mains vides. Non, non, pas du tout. Les mains vides. Je pensais aussi au théâtre. À des choses comme ça, ce qui fait que je me suis retrouvé dans un cours qui était celui du Vieux Colombier où j'ai pas pu, je suis resté 2 jours parce que je pouvais pas payer, donc on m'a foutu à la porte. Bon, et puis voilà quoi. Je sais bien que c'est pas très littéraire, mais vous avez survécu matériellement comment? J'ai survécu. Au départ, j'avais le sentiment, je suis parti avec 2 ou 3 sous d'économie. Quand je dis 2 ou 3 sous, c'était vraiment 2 ou 3 sous. Et puis il y avait encore les restrictions alimentaires. Hein. Je suis parti de Lyon avec très très peu d'argent et avec une boîte de 5 kilos de thon et une boîte de 5 kilos de confiture. Donc c'était bon que j'avais réussi à avoir au marché noir. Enfin bon. Et puis, moi, je pensais que, j'allais écrire, quoi. C'était bon. Puis rapidement, je me suis aperçu que c'était pas possible. Alors là, bon, c'est la multitude des petits boulots, des petits travaux de rien. Enfin, moi, j'ai surtout fait 2 choses. Essentiellement, j'en ai fait d'autres. Bon, des petits machins, enfin, j'ai fait le débardage au hall, ça c'était rémunérant. Et puis la plonge dans les restaurants, c'était rémunérant aussi. Voilà mes 2 points, plus des tas de bricoles, enfin c'était les 2 principales choses qui permettaient de vivre. Et vous entreprenez la rédaction à ce moment-là du Requiem des Innocents. Plus tard, donc à Paris. Plus tard, autant que je me souvienne, je l'ai écrit en 50. Donc 2 ans plus tard. Oui, non, 46, 47, ouais, 50, 50, 4 ans. 4 ans. Oui, non, 4 ans. Oui, un jour, dans ma chambre d'hôtel, je me suis mis à écrire ça. Bon, là aussi, c'est, vous voyez, la décharge, vraiment un truc inattendu, je ne savais pas. Il n'y a pas de... C'est un livre que malheureusement on ne trouve plus en librairie. Très lyrique.
Oui. des bouffées de Oui. lyrisme un peu fou. Oui. Je sais que vous n'aimez plus beaucoup le lyrisme maintenant. C'est pas non, c'est pas que j'aime pas le lyrisme. Je trouve que bon, c'est un livre de jeunesse. Hein. J'en vois, si vous voulez, tous les défauts, etc. Ce qui fait que, cela dit, c'est vrai que je reçois des lettres de jeunes lecteurs qui découvrent ça, qui me découvrent comme ça par ce livre-là. Seulement, pour moi, il y a un écart tellement grand, un nombre d'années que j'avoue que bon, Vous y relatez un peu votre jeunesse j'y dans la relate, banlieue. non, j'y relate surtout mon enfance. Oui, dans la banlieue Oui, genèse. oui, j'y attends, oui, pas la banlieue, c'est Disons les faubourgs. oui, Faubourg, oui. Et alors, ce qui est singulier, c'est que bon, vous terminez une première version du Requiem des Innocents, et la mode en 1950, ça aurait été d'envoyer votre manuscrit, je sais pas, à Sartre, pourquoi pas à Breton, à Camus. Ah non, mais alors là, non, convié par un camarade à moi, enfin que je vois toujours d'ailleurs, bon, qui était très, enfin, sartrien, ouais, m'a emmené voir ce malheureux bonhomme dans ce café là, comment ça s'appelle là, à Saint-Germain, là, comment ça s'appelle Au de Magot. Oui, c'est ça. Non, de Magot, hein, c'est ça, oui. Ouais. Le grand là, c'est le de Ça. Magot, c'est ça. Où il avait là, machin, enfin un banc, il était toujours là, une banquette, il est là, et il pérorait devant des gamins et des gamines. Je veux dire, moi, alors ça, je trouve ça, enfin, j'ai trouvé ça tout à fait pitoyable. Je veux dire, c'est trop facile devant des gosses, C'était le Platon du pauvre, enfin, ouais, c'était vraiment. Alors moi, j'ai trouvé ça tout à fait détestable. Je ne savais pas encore, bon, j'étais pas très cultivé à l'époque. Bon, après, j'ai connu tout le mécanisme, bon, Heidegger, tout ça, mais ça, j'ignorais à l'époque. Mais j'ai trouvé ça assez lamentable. Alors, je me suis dispensé d'aller dans ce genre de choses. Et puis moi, les maîtres, les machins, je crois que chacun fait son maître lui-même. Il n'y a pas besoin de... Bon, enfin bon. Mais c'était le maître à penser de l'époque, oui, c'est vrai, c'est juste. Alors pourquoi Kessel, l'aventurier? Oh, Kessel, non, tout bêtement, alors c'est idiot, j'étais dans un autobus un matin, il est resté à côté de moi un monsieur qui est parti et qui a laissé son journal, je l'ai ramassé et j'ai vu un de ces petits articles sans intérêt et nuls, comme on en fait dans la presse quand on, tu vois, un écho, bon, sans intérêt, où il y avait Kessel s'occupe des jeunes, écrivain, bon. J'ai lu ce petit machin et voilà, c'est tout. Mais alors, ça Oui. vous choque que Sartre Oui. ait sa cour de jeunes autour Oui. de lui, Oui. mais vous lisez Kessel s'occupe des jeunes et ça vous plaît? Non, parce que Kessel, pour moi, c'était un peu comme Sandra. Bon, talent moins, si vous voulez, mais enfin, Kessel, c'était le grand reporter. Bon, effectivement, moi, je me suis trouvé là devant un homme tout à fait, enfin, extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'est sortant de l'ordinaire. Bon. Là, j'ai trouvé vraiment quelqu'un d'absolument admirable. Et qui, en plus de ça, bon, a eu la patience, parce que moi, je lui ai donné un manuscrit informe, c'était chaotique, a eu la patience de me faire venir chez lui tous les matins pour me faire voir comment on construisait un livre. Enfin bon. Comment ça s'est passé? J'en ai justement, beaucoup lu parce que je me suis dit, il y connaît rien. Je me suis dit, alors vraiment, c'est un type qui connaît rien, il comprend rien. Et puis après, bon, j'ai compris. Comment ça s'est passé justement ce travail au quotidien avec Kessel? Il vous faisait reprendre chapitre par Ah, chapitre? pas du tout. Je lui ai fourni un truc énorme, je sais pas, ça devait avoir, je sais pas, moi, 500 ou 600 pages, j'étais complètement chaotique, bon. Et lui m'a dit, vous voyez bien que c'est pas lisible, c'est pas possible. C'est lui qui a extrait de ce magma, là, il a extrait, enfin, ce qui est devenu ce livre, quoi. En me montrant où était l'intérêt, l'organisation, tout ça, c'est lui qui a découpé en chapitres. Enfin, il a fait ce livre comme ça à partir d'un magma. Et puis après ça, comme je n'avais pas d'argent, bon, il m'a dit je vais vous faire rentrer à Paris Match. Et là, je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Alors là, il n'a pas compris. Et il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que non. Et je suis parti, d'ailleurs, bon, là j'ai quitté Paris. Et nous avons reparlé de ça, je sais pas moi, mais 12 ans après, enfin.
Et il m'a dit, vous avez bien fait, vraiment. Mais je lui dis, mais c'est pas la question que j'ai bien fait ou pas bien fait. Je ne savais pas. Mais moi, le fait de me voir comme ça, tu vois, en journaliste, je voulais être écrivain. Une fois de plus, c'était pas journaliste, j'étais écrivain. Vous pensez que le journalisme aurait tué l'écrivain? Ah oui, oui, moi j'ai fait du journalisme après, comme ça, pour bouffer, pendant un certain temps, pendant, je sais pas, peut-être 2 ans, j'ai vécu du journalisme à droite ou à gauche, et puis un matin, j'ai foutu le couvercle sur ma machine à écrire, et puis j'ai dit plus jamais, parce que on se sert des mêmes mots, il y a une espèce d'usure comme ça, non, non, ça c'est tuant pour... non, non. Il faut que l'écrivain, s'il doit bouffer à côté, il faut qu'il se trouve autre chose à côté, pas dans le même truc, parce que ça, c'est tuant. On n'écrit pas impunément n'importe quoi, non? Oui, je pense que il y a une espèce, je sais pas, mais non, ça c'est ce que je pense moi, hein, bon, j'ai peut-être complètement tort, mais je crois qu'il faut avoir une espèce de respect pour cet art, parce que c'est un art, on l'oublie, mais c'est un art. Écrire, c'est un art. Comme peindre, bon, c'est un art. Et si à côté on fait, ça c'est comme le peintre qui ferait toute la journée des affiches, alors qu'il en fasse 2, 3 pour bouffer à la rigueur, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, non, non, c'est nuisible. C'est nuisible. L'esprit a des chemins comme ça. S'il les prend tous à la fois, non, non. C'est pas bon, enfin, à mon avis. Vous avez presque une mystique de l'écrivain? Ah, moi, j'ai pas presque, j'ai une mystique de l'écriture, de l'écrivain. Oui, oui, absolument, absolument, absolument. Je l'ai depuis l'âge, depuis l'âge de 13 ans, je la conserve, je la garde. Je sais que je dois être le dernier, mais je m'en fous. Je pense que c'est comme ça, c'est un art. Je fais un art, je pratique un art, c'est difficile. Alors vous devez avoir un regard plus que noir sur vos confrères. Mais je porte pas des regards sur mon confrère, sur mes confrères. Enfin, ça dépend quel confrère. Je pense que la plupart d'entre eux, je veux dire, ce ne sont pas des écrivains. Ce sont des gens qui écrivent, ne sont pas des écrivains. Ce sont pas des gens honnêtes. Ce sont des truqueurs, des fabricants. Des fabricants. Ajoutez à cela que la plupart d'entre eux se servent de la littérature pour, comment dirais-je, comme accession sociale, pour les honneurs, etc., etc. Alors je trouve ça absolument détestable. Je veux dire, parce qu'à ce moment-là, il faut faire autre chose aussi. Je dis, on fait de la politique. Alors là, on a le pouvoir, on a les honneurs, on a tout ce qu'on veut, mais je veux dire, c'est un autre métier, ça, c'est autre chose. Alors en ce qui concerne cette catégorie de soi-disant confrères, j'estime qu'on ne fait pas le même métier, quoi. C'est autre chose. Ils font une chose, moi j'en fais une autre. C'est tout. Cela dit, je porte pas de jugement. Si ça leur plaît, je veux dire, c'est bon, chacun. C'est-à-dire, eux font un métier et vous vivez une passion. Oui, moi c'est une passion. Oui, c'est une passion. C'est passionnel. C'est oui. Oui, maintenant j'ai peut-être tort. Hein. Je dis pas pour autant que que je fais des chefs-d'œuvre. C'est pas ça. Moi, je ressens les choses comme ça depuis tout gamin. Moi, j'aurais sacrifié, mais tout pour faire ça. D'ailleurs, j'ai sacrifié pas mal de choses. Bon, pour moi, je veux dire, il y a l'écriture. Voilà, c'est tout. Alors, chose bizarre, ouais. Le Requiem des Innocents est un succès. Voilà. Un succès de librairie, donc je pense que les éditions René Julliard ont dû vous couvrir d'or. Non, on m'a pas... non, ce qu'il y a, c'est que René Julliard, qui m'aimait beaucoup, parce que là aussi, il y avait une petite relation un peu père-fils, là, avec lui, qui m'aimait beaucoup. Non, il a été loin de me couvrir d'or. Les éditeurs qui couvrent d'or, bon, je ne cours pas les rues. Non, mais ce qu'il aurait aimé, c'est me projeter dans le petit monde parisien. Là, bon, alors, j'y suis allé 1 ou 2 fois. Il y avait la Rochefoucauld, la comtesse, la baronne, je sais pas quoi, là, qui avait un salon, là, je sais plus comment, c'était une comtesse ou je sais pas quoi, enfin bon, qui tenait un salon littéraire. Je suis allé 1 ou 2 fois, je veux dire, j'ai trouvé ça tellement grotesque. Bon, j'ai dit à Julliard, c'est pas pour moi, point terminé. Alors là, je suis parti à la campagne. Mais avant que vous ne quittiez Paris, vous publiez un livre dont je crois que vous n'aimez pas beaucoup parler, c'est Le Partage des Vivants. Oui, alors ça a été... Qui est bien accueilli par la presse aussi. Ah, très bien, oui. Parce que bizarrement, donc, ces 2 premiers livres sont très bien accueillis. Ah oui, très bien. Oui, très bien.
Très très bien, oui, c'est même des presses dithyrambiques complètement folles. Que l'affaire n'est pas le jeune prodige, mais quand même, Ah, ça a été on un mise truc. beaucoup sur vous. Ah oui, oui, c'était un truc assez énorme. Oui, 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 oui. Non, un partage, ça c'était, ça c'est Julliard qui voulait absolument, devant le succès du premier, il voulait absolument un deuxième livre, quoi, n'importe quoi. Mais tu vois, il faut aller vite, quoi. Alors moi, je me suis laissé prendre à ce genre de choses. J'ai écrit un livre qui est une pure saloperie, vraiment une pure saloperie, et quand il a été publié, effectivement, comme vous le dites, bon, la presse, tous ces cons, ils connaissent rien, ils sont incapables de lire. Non, non, mais ils sont incapables, ils savent pas ce que c'est que lire, ils ne savent pas, mais pas plus aujourd'hui. Je veux dire, ce qu'on appelle les critiques, mais il n'y a pas de critique aujourd'hui, il n'y en a plus, c'est fini. Il y a les chroniqueurs, il n'y a pas de critique. À mon époque, il y avait des critiques. Robert Kemp, Émile Henriot, qui encore Canters, bon, c'était des gens qui faisaient des critiques. Je l'ai dit, j'étais incapable de comprendre de quoi était alimenté un livre. C'était pas, je veux dire, c'était pas des gens qui allaient à la substance des choses. C'était des guignols aussi. Alors aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'aujourd'hui, bon, aujourd'hui c'est navrant. Enfin bon, passons. Oui, pourquoi je vous dis ça? Ah oui, le deuxième livre, oui, c'était une pure cochonnerie qui a été très bien reçue. Mais là, je me suis dit, moi, j'ai eu conscience de ça. Et alors là, je me félicite, tu vois. Et là, je me suis dit, on arrête, parce que c'est pas possible. Et là, je me suis arrêté. Et là, je me suis vous arrêtez le partage du vivant, c'est 53, et vous quittez Paris en 56, quand même. Ah non, j'ai quitté Paris tout de suite. J'ai quitté Paris en 51, 50, oui, c'est ça, hein, 53. J'ai quitté Paris en 53. Ah non, je suis parti. Je suis parti et j'ai arrêté de publier. À voix nue, Louis Calafert s'entretenait en 1988 avec Pierre Dracheline. Réalisation, Marie-André Arminaud.